Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Merci Maryse pour cette invitation. Ah, bah, super. J'aime bien faire des allers-retours. Vous m'entendez? Bon. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis Sandrine Catelin, je suis directrice des études d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire NetExplo. Je vais rapidement rappeler qui on est pour ceux, les mauvais élèves qui ne sauraient pas encore ce qu'est l'Observatoire NetExplo. C'est un observatoire qui a fêté ses 12 ans cette année, 12 années d'observation des usages émergents du digital dans le monde. Ces usages émergents sont captés chaque année grâce à une communauté de professeurs d'université qui se dispatchent partout dans le monde, sur tous les continents du monde, et qui mobilisent chaque année leurs élèves pour aller capter les usages émergents du numérique. Ces usages nous sont remontés. Chaque année, nous en sélectionnons une centaine, nous en relevons 2000, 2500, nous en sélectionnons une centaine qui nous paraissent être finalement assez illustratifs de l'énergie de l'innovation digitale de l'année. Et grâce à ces 100 innovations, nous proposons de partager chaque année une étude tendancielle qui porte un regard sur l'innovation digitale et qui est là pour vous proposer un matériau avec lequel vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, qui, je l'espère, de toute façon, vous sera utile, à la fois à titre individuel, personnel, et probablement aussi pour votre métier, votre entreprise, votre secteur, vos intérêts professionnels. J'insiste sur le fait que ce que je vais vous proposer, c'est un regard, évidemment, parmi tant d'autres, posé sur l'innovation digitale, que ce regard est un regard sur l'usage. La question à laquelle nous essayons de répondre est la suivante. Nous nous voyons proposer un certain nombre d'outils, de technologies digitales. Ces technologies modifient la manière dont je vis, la manière dont je me comporte, la manière dont je travaille, la manière dont je consomme, la manière dont je suis en relation avec ma famille, mes amis, mon équipe, mes managers, les élites aussi, les médias. Et finalement, ces outils numériques, au-delà de l'aspect technologique, nous proposent de vivre autrement, de nous comporter autrement, d'adopter peut-être de nouvelles postures, une nouvelle psychologie, une nouvelle culture. Bien évidemment, ça nous interroge au titre de la société. Finalement, toutes ces innovations numériques nous proposent de peut-être dessiner un nouveau monde demain. Lequel est-il? Et évidemment, ça nous interroge aussi sur nos vies professionnelles. Comment est-ce que l'entreprise peut s'organiser demain avec les outils numériques? Comment aussi elle peut se gouverner, voire se réinventer? On parle beaucoup de transformation grâce au numérique, de transformation à cause du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà des technologies et je dirais de leur fonctionnement d'experts. Donc je vais vous proposer de passer au travers des tendances qui sont toutes fraîches puisqu'elles ont été présentées à l'UNESCO à Paris en mi-avril cette année. Et à l'occasion de ces tendances, qui sont des tendances d'offres d'innovation technologique, comme c'est une offre et que nous en sommes les usagers, nous ne sommes pas obligés de les utiliser telles qu'elles nous sont proposées. Nous pouvons les modifier, nous pouvons les rejeter, nous pouvons les accepter. Et je vais vous proposer de faire des liens avec certains questionnements, certains enjeux, et puis évidemment avec ce qui vous anime tous ici, ce qui vous rassemble, c'est-à-dire l'esprit de service. Et on sait à quel point l'esprit de service peut peut-être se vivre, se réinventer, s'affirmer à nouveau, autrement, avec ou sous l'influence des technologies numériques. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, si vous avez envie de faire un commentaire, vous pouvez m'interrompre comme bon vous semble, ça ne me gêne pas du tout. Et puis, je vais essayer de ne pas déraper, de garder le timing pour que, si vous le souhaitez, nous ayons aussi un temps d'échange à la fin de cet exposé. Je crois que cette salle est conviviale et donc si vous vous sentez l'envie, le courage, n'hésitez pas après à ce qu'on échange ensemble et puis entre vous autour de ce que nous aurons évoqué. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'innovation digitale, on commence à en être assez familier, surtout sur nos territoires, surtout dans notre pays occidental, avec des infrastructures qui sont déjà relativement développées, des usages qui sont déjà très présents. Ce que l'on peut constater peut-être dans le monde de l'innovation numérique, c'est que on assiste à une espèce de pause. Une pause parce que
les technologies sont toujours aussi abondantes dans leurs propositions, mais la pause, c'est celle de la réflexion. Ok, on nous propose des technologies, mais pour en faire quoi? Pour aller où? Pour dessiner quoi? Pour supporter quel projet? Et c'est un peu le sens, je dirais, de cette intervention, c'est que cette année, les tendances nous posent des questions qui sont peut-être moins des questions technologiques que des questions d'ambition, que des questions de vision, que des questions d'engagement pour l'usage des technologies au service d'un objectif, quel qu'il soit. Cet objectif peut être tout à fait opérationnel et court-termiste, mais il s'inscrit de toute façon dans un objectif et une volonté plus grande qui nous interroge sur le sens de notre société, le sens de notre vie avec ces outils numériques, le sens de la manière dont on veut travailler et évidemment le sens de la relation, que ça soit la relation, encore une fois, dans sa sphère privée, ou de la relation de sa valeur, de sa place et des compétences dont on a besoin pour vivre cette relation quand on est dans le domaine professionnel. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous allez voir que cet exposé est émaillé d'un certain nombre d'innovations qui illustrent mon propos. Première chose, les technologies numériques creusent un sillon d'innovation qui est un peu... toujours le même. Excusez-moi pour la qualité de la diffusion. J'espère qu'on va pouvoir arranger ça. Enfin, vous m'écoutez, c'est mon propos qui est le plus important. Depuis l'année dernière déjà, les technologies numériques poussent à un écosystème qui disparaît de plus en plus à nos yeux. C'est le sujet de l'interface zéro, c'est-à-dire que pour rentrer en relation avec mes complices numériques, pour les utiliser, pour les commander, ce sera de plus en plus naturel, de plus en plus intuitif et de plus en plus facile. Nous en faisons l'expérience, peut-être si vous utilisez les commandes vocales de votre smartphone. Peut-être que vous vous adressez à un Google Home à la maison avec un langage tout à fait naturel, le même langage que vous utilisez pour vous adresser à votre conjoint, à vos amis ou à vos enfants. C'est de cela dont il s'agit. L'écosystème serviciel numérique qui m'assiste tous les jours est présent absolument partout. Il est présent dans les matériaux qui composent mon domicile, dans les matériaux qui composent mes outils de travail. Il est présent aussi sur moi, de plus en plus, dans mes vêtements, dans ma montre, dans les accessoires que je porte sur moi. Il est même de plus en plus présent dans mon corps. Et donc on voit que le monde numérique, l'écosystème numérique de services et le monde réel, le monde organique que je connais, finalement fusionnent et se rapprochent de plus en plus. Tout cela pour une raison majeure, c'est pour que ce soit de plus en plus facile d'accéder à ces services numériques, de plus en plus facile de les utiliser. Qui que je sois, où que je sois, que j'ai 3 ans ou 90 ans, que je sois dans une situation extrêmement confortable ou au contraire dans un contexte extrêmement complexe, j'ai une immense facilité à mobiliser ces services numériques. Et évidemment, c'est tout à fait important parce que plus ce sera facile d'utiliser ces complices numériques, plus le volume de gens auxquels on s'adressera sera important, donc plus le marché des usagers sera important, et plus ce sera facile de me rendre indispensable. Donc c'est très important de travailler les interfaces entre l'homme et la machine. Ces interfaces entre l'homme et la machine, non seulement deviennent de plus en plus faciles à utiliser, mais en plus sont de plus en plus autonomes et intelligents. De plus en plus, nos complices numériques sont capables de capter de la donnée, d'analyser cette donnée en temps réel, de choisir une stratégie et de la mettre en œuvre, sans intervention humaine. Le symbole absolu de ce que je viens de décrire, c'est tout le travail autour de la voiture autonome, du transport autonome. Finalement, une voiture autonome, c'est un robot sur roue dans lequel on peut s'asseoir, qui est capable de capter de la donnée sur son environnement, de l'analyser, de choisir une stratégie de déplacement et de la mettre en œuvre sans que vous n'ayez eu quoi que ce soit à faire. Et donc, tous les efforts technologiques continuent à améliorer ce type de service d'interface zéro et de décision zéro. Donc, on vit dans des environnements avec des outils, avec des produits, avec des objets qui sont de plus en plus intelligents
et qui s'augmente de services. On vit dans des lieux qui sont de plus en plus intelligents, hein. Par exemple ici, ce supermarché Amazon Go dont vous avez peut-être entendu parler, qui se propose de vous filmer, de vous reconnaître dès que vous pénétrez dans l'espace de vente, de filmer tous les produits que vous êtes en train de mettre dans votre panier et de vous éviter de faire la queue et de payer aux caisses, puisque finalement, toutes les données ont été captées, ont été traitées, et le système de paiement est automatique dès que vous sortez du magasin. Donc vous êtes dans un lieu qui est doté d'intelligence et qui finalement, pour vous rendre service, pour vous simplifier la vie, pour vous faire gagner du temps, va prendre en charge tout seul, dans son coin, l'intelligence de ce parcours d'achat. Et puis, avec l'interface zéro et la décision zéro, ce sont même nos corps, notre physique, notre intimité qui devient intelligente. Ça, c'est tous les efforts qui sont faits autour de l'innovation biométrique, par exemple. Finalement, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de l'iris de mon œil, de mes empreintes digitales, permettent de commander un service, hein, permettent de payer, par exemple, permettent d'ouvrir mon smartphone, d'accéder à des services auxquels je suis abonné. Plus encore, vous pouvez aussi vous injecter maintenant des capteurs numériques sous la peau ou dans votre système sanguin qui vont eux aussi capter de la donnée et vous rendre service. Donc on voit que finalement, notre environnement est augmenté de services numériques. Nous sommes nous-mêmes finalement des télécommandes, hein, des mots de passe de services numériques, ce qui veut dire que ça devient extrêmement difficile de se déconnecter de cet écosystème envahissant. Aujourd'hui, si je caricature, si je ne veux pas qu'on capte de la donnée sur moi, j'oublie mon smartphone à la maison. Et à ce moment-là, personne ne sait où je suis, personne ne sait ce que je fais. Mais si je n'ai plus besoin de smartphone, si finalement l'environnement dans lequel je travaille, dans lequel je vis, dans lequel j'achète, dans lequel j'évolue, capte de la donnée en permanence sur moi, comment est-ce que je fais demain pour m'en soustraire, hein, pour me déconnecter de cet écosystème très envahissant? C'est évidemment une question majeure. Ce que nous avons noté aussi cette année et qui, là, est une petite nouveauté, c'est que pour faire accepter cet écosystème numérique intelligent, hein, incarné souvent par des robots ou par des robots conversationnels, on va essayer d'aller au-delà du bénéfice fonctionnel, on va essayer de créer un lien émotionnel. Et le lien émotionnel, j'imagine que quand on parle esprit de service, c'est quelque chose que l'on a à cœur de travailler. Et le monde du numérique travaille énormément cette petit plus émotionnel qui va faire que la relation que vous êtes en train d'entretenir avec un complice numérique, hein, avec un robot par exemple, va vous être agréable, va vous fidéliser et va vous être même plus agréable, déjà même supportable. Et donc il y a énormément d'efforts qui sont faits par les innovateurs numériques pour que le monde du digital imite, singe le monde réel. Le monde humain, on appelle ça de l'anthropomorphisme. Finalement, pour que vous accueilliez le mieux possible le robot qui est en face de vous, il faut qu'il ait quelque chose d'humain. Ça peut être tout à fait simple, hein. Doter un robot d'une paire d'yeux ronds et d'un sourire à peine esquissé, ça suffit, c'est pas fonctionnel, hein, le robot n'en a pas forcément besoin, mais ça suffit à créer une reconnaissance d'un monde réel et donc un lien émotionnel qui va satisfaire l'usager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit ici sur ce petit robot, finalement, donner de l'humanité à un robot peut être quelque chose d'extrêmement simple. On n'a pas besoin de proposer un robot qui nous ressemble trait pour trait. Finalement, simplement en travaillant la mobilité du regard et la mobilité des sourcils, on a déjà, avec cette tête de robot qui par ailleurs est en plastique blanc, sans cheveux, sans bouche, qui est mobile et voilà, qui est tout à fait simple, on a déjà quelque chose de l'ordre de l'émotion, quelque chose de l'ordre de l'humain. Et donc on a vu cette année beaucoup de captations d'innovation numérique qui essayent de créer dans la relation entre l'écosystème numérique et l'homme
ce petit plus émotionnel. Et donc là, on est dans le registre du soft skill, on est dans le registre de quelque chose qui n'est plus uniquement utilitaire, qui n'est plus uniquement fonctionnel, mais qui est de l'ordre de la relation psychologique. Les Japonais sont extrêmement doués à cela. Pourquoi ? Parce que dans la culture japonaise, déjà, il y a une acceptation du monde robotique que nous ne connaissons pas en Occident et en France, mais aussi parce que de tout temps, ils ont développé des robots qui n'ont aucune utilité. Rationnelle, pragmatique, fonctionnelle, aucune utilité. Aussi, plutôt une utilité qui est celle d'être présent. Simplement une présence purement émotionnelle. Et donc c'est vrai qu'au Japon, on voit beaucoup d'incarnations robotiques qui sont sur ce registre émotionnel. En même temps, tous ces efforts mis à ce que le monde du digital ressemble à l'humain, eh bien, ça crée beaucoup de confusion. Alors, c'est de l'ordre de l'imitation aujourd'hui, mais cette imitation peut être extrêmement troublante, puisqu'on voit aussi, par exemple ici, un algorithme qui est capable de produire un texte, de produire un contenu, dont nous serions bien incapables de dire s'il a été écrit par un homme ou par une machine, tant il est de qualité, tant il est parfait dans son imitation. Et donc, évidemment, ça entretient toute une forme de confusion. On a vu fleurir beaucoup de chatbots, beaucoup de robots conversationnels dans le parcours client. Par exemple, il faut sans cesse se poser la question, au-delà des technologies, qu'est-ce que ce robot conversationnel porte comme valeur de marque auprès de mon client? Est-ce que je lui ai donné une voix humaine ou est-ce que je lui ai donné une voix robotique ? Est-ce qu'il est capable d'imiter des émotions ou est-ce qu'au contraire, il a gardé le pragmatisme et la froideur qu'on attend d'une machine? Tout ça, c'est pas beaucoup de technologie, mais c'est beaucoup de stratégie relationnelle. Et donc, développer un robot conversationnel, soit en interne pour une entreprise, soit en externe vis-à-vis du client, ce n'est pas anodin et ce n'est pas que de la technologie. Cette intelligence artificielle, ces robots, dont on a vu qu'ils nous imitaient beaucoup jusqu'à la confusion, évidemment, ils sont assez anxiogènes, pour deux raisons majeures. La première, c'est que s'ils nous ressemblent autant, pourquoi est-ce qu'ils ne nous remplaceraient pas ? Donc, évidemment, ça pose question. La deuxième, c'est parce que si on est porté à croire qu'un robot ou qu'un algorithme est doté des mêmes compétences qu'un homme, il est capable d'endosser toutes nos qualités, mais pourquoi pas aussi tous nos défauts. Et donc, on voit certaines personnes qui s'interrogent sur la morale d'un algorithme, sur la morale d'un robot. Mais est-ce qu'un robot a des désirs ? Est-ce qu'un robot a des envies ? Est-ce qu'un robot est capable de jalousie, d'ambition, de bienveillance? Non. Un robot n'est rien de tout cela. En revanche, la personne qui l'a codé, ou l'équipe qui l'a codé, la personne qui a composé la base de données qui va nourrir cet écosystème de services, lui, il a une volonté, lui, il a une culture, lui, il a une ambition. Donc il ne faut pas confondre l'humanité qui est toujours à la naissance d'un écosystème serviciel numérique et cet écosystème, cette technologie elle-même qui est tout à fait neutre et qui n'a pas de morale. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui à une croisée des chemins où de la technologie nous est proposée en permanence et où on se demande quel avenir cette technologie nous propose ou de quel avenir doit-on nous-mêmes nous emparer pour utiliser cette technologie. Alors, évidemment, ces propositions qui nous sont faites, elles enthousiasment certains, elles inquiètent d'autres. Parfois, la même personne est tantôt enthousiasmée, tantôt angoissée. Mais avant de crier au traumatisme et à l'inquiétude absolue, il faut revenir un petit peu sur ce qu'est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un monstre. C'est pas forcément un monstre angoissant, mais c'est un monstre d'efficience, ça c'est certain. C'est un monstre de performance, c'est un monstre d'efficacité. C'est un monstre d'efficacité parce que l'intelligence numérique a été développée pour être un parfait outil de performance. C'est un outil au même titre qu'un marteau est un outil.
Et le marteau n'a pas de volonté propre, le marteau obéit à la volonté de son usager. C'est simplement le prolongement de l'intelligence et de l'intention de son usager. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle est un outil qui n'a pas encore aujourd'hui de conscience propre. Cette intelligence artificielle, elle a été développée pour maximiser la performance des organisations. Les premiers algorithmes d'intelligence numérique, tout à fait basiques et simples, ont été développés pour l'armée. L'armée, c'est une communauté qui doit s'organiser pour être performante. Et donc, en toute rationalité, les algorithmes d'intelligence numérique se sont développés pour servir cette ambition d'efficacité, de rentabilité et de performance. Et donc, finalement, beaucoup des innovations qui nous sont proposées sont là pour améliorer cette performance et cette efficience. Que ce soit, par exemple, utiliser des caméras intelligentes qui vont filmer le comportement des clients sur un lieu de vente pour identifier des comportements dits à risque, c'est-à-dire des gens qui voudraient voler des produits, par exemple. Ou alors, Idéagramme, c'est un algorithme auquel vous allez proposer les idées créatives de vos collaborateurs et qui va les évaluer pour sélectionner les idées qui méritent d'être expérimentées. Vous confiez à un algorithme le soin de sélectionner les idées créatives de vos collaborateurs. Ce n'est plus un CODIR, ce n'est plus un comité d'experts, ce n'est plus un COMEX qui va choisir et sélectionner ces idées. C'est cet écosystème numérique, par exemple. Vous vous souvenez que quand je vous ai parlé de l'IA qui ressemblait à l'homme, j'avais posé une question qui était l'inquiétude que cette intelligence artificielle nous ressemble beaucoup. Il paraîtrait finalement que la question serait mal posée, puisque ce n'est pas le robot qui nous ressemble, ce serait plutôt nous qui faisons de ce robot un outil de performance inquiétant. Mais pourquoi s'inquiéter ? Le marteau n'a pas d'intelligence propre, que je vous le disais tout à l'heure. Le marteau est mu par votre volonté. Ce qui est différent quand on travaille avec un outil numérique et avec l'intelligence artificielle, c'est que cet outil a une intelligence qui lui est propre et qui est distincte de celle de son usager. Puisque très souvent, l'usager n'a pas développé l'intelligence de son outil numérique. Et donc là, on voit que tout d'un coup, il nous est proposé de collaborer avec un outil et son intelligence, encore une fois, distincte de la mienne. Et cette intelligence, elle se métamorphose et elle gagne en puissance de plus en plus vite. Au départ, on a une intelligence artificielle de premier niveau, qui est une intelligence, qui est un logiciel, un tactique, qui est 100% programmé par les hommes et opéré par les hommes. Ce sont les applications basiques. Là, l'homme est 100% responsable de ce qu'il produit. Avec le machine learning et avec le deep learning, l'intelligence numérique prend de l'autonomie et est capable de toujours suivre un objectif proposé par les hommes, mais en choisissant ses propres moyens pour y arriver. Et donc on voit qu'aujourd'hui, notamment avec le deep learning, on donne un objectif à une intelligence artificielle, on constate qu'elle l'atteint, mais personne n'est capable d'expliquer comment elle est arrivée là. C'est ce qu'on appelle la boîte noire du deep learning. Et donc, c'est un peu inquiétant, parce que si on ne comprend pas comment cette intelligence artificielle est parvenue à son objectif, eh bien, on a perdu une certaine forme de pouvoir sur cette intelligence artificielle. Et puis l'IA, la véritable, celle de stade 3, celle qu'on n'ose pas nommer, qu'on n'ose pas imaginer, dont on ne sait pas quand elle sera avérée ou pas, eh bien c'est celle qui sera capable non seulement de choisir les moyens d'atteindre un objectif, mais qui sera capable de choisir son objectif elle-même. Et donc à ce moment-là, eh bien nous aurons à côté de nous probablement une nouvelle espèce. Alors ça, on le voit dans certaines innovations. Par exemple, avec la technologie de la blockchain, vous avez la possibilité de proposer à vos usagers des smart contracts, des contrats intelligents, qui vont opérer des services absolument tout seuls.
Donc, par exemple, ici, nous sommes dans une assurance qui va, vous proposer de vous assurer dans la blockchain. Si vous avez, un sinistre, ce sinistre est capté par l'écosystème numérique que vous utilisez, et dès que l'écosystème constate que vous êtes en situation de sinistre, il déclenche automatiquement tout le process d'aide et de remboursement sans avoir besoin d'aucune intervention humaine. Si on va un peu plus loin dans un écosystème un peu plus envahissant, nous sommes ici de retour dans un lieu de vente, et ce lieu de vente a confié à un algorithme toute sa politique de prix de chacun de ses produits. L'algorithme se nourrit de data extrêmement complètes sur le stock du magasin, sur le cours du marché de certains produits, sur le nombre de clients qui sont en train de fréquenter tel ou tel linéaire, le profil de ces clients pour savoir si ce sont éventuellement des acheteurs, et il va pouvoir faire varier le prix, alors évidemment pas d'une seconde à l'autre, mais quasiment en temps réel, en fonction de la stratégie de prix qu'il aura voulu adopter. Là encore, aucune intervention humaine. Et puis, peut-être les prémices de cette intelligence artificielle véritable de stade 3, cette intelligence artificielle autonome et généraliste, ici avec ce robot dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas les médias en ont parlé beaucoup en début d'année. C'est un robot qui a été développé sans que son algorithme ne lui dise à quoi il ressemblait et à quoi il pouvait servir. La seule chose qu'il savait faire, c'est expérimenter ce qu'il était. Il a fallu 50 heures seulement à ce robot pour être capable de se décrire et être capable de proposer à quoi il pouvait être utile. Donc, je vous laisse débattre si c'est là, on est dans les prémices d'une conscience de soi. Là-dessus, le débat est évidemment ouvert, mais ça interpelle quand même beaucoup de se dire que cet algorithme est capable de dire, voilà, je suis un robot, j'ai plusieurs bras, au bout de ces bras, j'ai des mains qui peuvent prendre des choses pour les amener d'un endroit à un autre. Et donc, je pourrais vous servir à transporter des objets. C'est quand même intéressant de voir que là, on a une certaine autonomie acquise par ce logiciel. Alors évidemment, cette intelligence artificielle, telle que je vous la décris, elle pose un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, c'est la data. Tous les algorithmes se nourrissent d'énormément de données. Et donc autour des données, il y a beaucoup de travail à faire. Le premier travail, c'est de récolter cette donnée et de la qualifier. En Finlande, on confie ce travail à des prisonniers. Le prolétariat du monde numérique, c'est tous ces gens qui captent de la donnée et qui la qualifient de manière extrêmement basique pour qu'elle construise des bases de données. Deuxième chose, c'est choisir entre big data ou small data. C'est-à-dire, est-ce que je capte de la data en nombre extrêmement varié et en volume extrêmement impressionnant, ou est-ce qu'au contraire, je vais aller sélectionner quelques datas qui m'intéressent d'hyper grande qualité? Là aussi, c'est un choix stratégique qu'il faut réfléchir. Et puis, évidemment, il y a tout le travail autour de la qualité des données. Certains disent qu'on n'a pas besoin de données de qualité pour être performant. D'autres pensent le contraire. C'est un débat actuellement qui est mené. Et puis, il y a le débat, évidemment, des biais de nos bases de données. Comment éviter les biais? Ces biais qui peuvent être tout simplement des biais culturels, des biais d'intention, des biais d'expertise. Donc, comment éviter ces biais culturels? Là, ce qui est proposé, c'est d'utiliser une intelligence artificielle qui va broser toutes vos bases de données et détecter s'il y a des biais ou pas et comment les éviter. Deuxième enjeu, je l'ai un peu évoqué, quand on parle de deep learning, c'est la transparence des algorithmes. Est-ce que tout le monde est capable de comprendre comment se construit un algorithme et quelles sont toutes ces manières, comment il prend des décisions? Et là-dessus, il y a une innovation que nous avons primée cette année, qui est la tentative par un laboratoire de recherche universitaire américain de traduire en langage humain la boîte noire du deep learning. L'intention derrière, c'est que chaque citoyen devrait être capable d'interroger l'intelligence artificielle qu'il utilise en lui demandant
comment tu fais? Pourquoi est-ce que tu me proposes tel service? Pourquoi est-ce que tu me proposes telle solution? Qui serait une des garanties que nous avons encore le contrôle sur ce que nous utilisons. Et puis évidemment, il y a l'enjeu majeur de la responsabilité du récit, c'est-à-dire de l'objectif que l'on fixe à cet écosystème numérique. À quoi va-t-il servir? Et finalement, c'est à nous qu'il revient de donner du sens à chacun des outils numériques que l'on utilise ou que l'on développe. Quand je dis donner du sens, on voit bien que la question peut être évidemment technologique, mais qu'elle est avant tout politique, au sens plein et entier du terme. Quelle est ma vision? Quel est mon objectif? Quelles sont mes convictions? Quelle est ma culture? Quelles sont les valeurs de ma marque? Et comment est-ce que tout ça peut être garanti par le développement que j'ai choisi de cet écosystème numérique? Finalement, quand on propose de surveiller les smart cities de demain avec des drones, quel récit on confie à cette surveillance? Où est-ce qu'on veut aller avec cette surveillance? Jusqu'où on veut aller? Est-ce que cette surveillance sera très autoritaire? Est-ce qu'elle sera très bienveillante? Comment est-ce qu'on la qualifie? Ça, c'est du ressort politique. Ou ici, avec Guyane, nous sommes en Chine, ce sont des caméras intelligentes qui équipent les écoles primaires et qui filment chacun des élèves d'une école primaire pendant qu'il suit un cours. Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée connectée et analysée? Le propos ici, c'est de collecter la donnée émotionnelle, l'état émotionnel de chacun des élèves. Qu'est-ce que je vais faire de cette donnée? Est-ce que je vais me dire, bah tiens, celui-ci, il est angoissé, il est stressé, il ne va pas tenir la route, j'ai pas besoin de l'éduquer? Ou est-ce qu'on va dire, celui-ci est angoissé, il est stressé, il a besoin d'un accompagnement personnalisé, je vais prendre soin de lui? Excusez-moi de caricaturer, évidemment, c'est extrêmement simpliste ce que je vous dis. Mais ici, nous sommes dans des décisions politiques. Et on sait à quel point ce sont des sujets qui sont embrassés aussi par toutes les questions d'esprit de service. Finalement, quand on propose à l'homme, à l'individu, au citoyen, aux collaborateurs de s'augmenter de tout un tas d'outils numériques, à commencer par le smartphone, tout simplement, qu'est-ce qu'on lui demande de faire, de devenir? Quelles compétences on lui donne? Quelles valeurs on lui donne? Tout ça, c'est du récit, c'est de l'intention, c'est de la vision. C'est donc pas technologique du tout, mais éminemment politique. Alors, quel avenir se prépare? Qui sera maître du récit demain et de quel récit parle-t-on? Aujourd'hui, nous sommes dans un récit d'efficience. Nous sommes dans un récit extrêmement utilitariste. Nous sommes dans un modèle de société et dans un modèle économique de performance, de rentabilité et de croissance. C'est ni bien ni mal, c'est pas mon propos, c'est simplement un constat sociologique. Et l'outil numérique a été développé pour servir ce modèle. Donc quand on dit que le digital disrupte nos modèles de société, la question c'est oui ou non. Ce que je vous propose ici, c'est de se dire non, l'écosystème numérique ne disrupte pas notre modèle de société ou notre modèle économique, il est au service de ce même modèle de performance. Simplement, il propose des outils différents. Pour gagner en performance et en efficience, eh bien, pourquoi ne pas remplacer les hommes par des machines à partir du moment où les machines ont gagné la compétence suffisante? Nous sommes ici au Japon, dans une salle de rédaction. Cette salle de rédaction, eh bien, il n'y a plus de journalistes en chair et en os, il n'y a plus de rédacteurs en chef, il n'y a qu'un écosystème numérique composé d'algorithmes qui sont capables de produire et de diffuser des contenus d'information. Et puis ici, on a un logiciel qui s'appelle FactMata, qui va essayer de combattre les fake news. Et donc, c'est un développement d'intelligence artificielle qui va s'emparer des données qui sont disponibles sur Internet et essayer de voir si cette information est bonne ou mauvaise. Aujourd'hui, FactMata a encore besoin des hommes. Et donc, il y a une communauté d'hommes qui éduque l'intelligence artificielle en lui apprenant comment on fait le distinguo entre fake news et véritable information. Mais l'ambition de FactMata, c'est que demain ou après-demain, on puisse se passer
évidemment de l'expertise humaine et que l'on n'ait plus qu'à utiliser cet écosystème numérique. Donc on voit bien que la tentation dans ce modèle d'efficience est assez grande de remplacer l'homme par la machine à partir du moment où la machine a acquis toutes les compétences qu'il lui faut. C'est pas lié au digital, ça, hein. C'est pas nouveau et ça nous a extrêmement servi depuis l'apparition du biface, hein. Quand une technologie, quelle qu'elle soit, nous permet, est plus performante que nous, elle nous remplace. Et ça nous a permis de développer d'autres compétences, hein, de travailler autrement, de vivre autrement. Donc ça a beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Mais jusqu'où on veut aller dans ce remplacement ? J'ai choisi cette citation d'Elon Musk parce qu'elle est assez intéressante. Finalement, ce que nous propose aujourd'hui le monde du numérique, c'est de rentrer en concurrence avec la machine, en disant finalement, l'homme a des compétences, la machine aussi, qui va gagner? Et à ce jeu-là, Elon Musk a une certitude qui est de toute façon, nous ne pourrons pas gagner. Parce que dans les compétences de performance rationnelle, pragmatique, utilitariste, on va réussir à développer des outils numériques qui seront plus performants que nous. Donc, le seul moyen, c'est de se mettre au niveau des machines. Et pour se mettre au niveau des machines, eh bien, il faut quelque part en devenir une. Donc je reprends à nouveau ce que je disais au début de cet exposé. Ce n'est pas la machine qui ressemble à l'homme, c'est l'homme qui rejoint quelque part la machine. Et donc on nous propose une stratégie qui est un peu futuriste, mais pas tant que ça, qui est la stratégie du cyborg, de l'homme augmenté, de l'opérateur augmenté, de l'employé augmenté, du vendeur et du conseiller augmenté, par des complices numériques qui vont lui permettre d'être plus performant, de se connecter à des capacités, à des compétences et bien, de réaliser son geste professionnel avec le plus d'efficacité possible. Donc, comme la machine, l'individu augmenté, hein, le cyborg, est un monstre de performance et d'efficacité. Ça commence très vite, hein. Quand on propose à des voyageurs qui prennent le train de s'équiper de l'application SNCF, on leur propose d'être plus performants dans leurs déplacements, parce qu'ils ont accès immédiatement à une information utile, parce qu'ils peuvent acheter leur billet, ils peuvent gérer leur abonnement, ils peuvent se déplacer, choisir le meilleur itinéraire, etc., etc. Hein, c'est le premier pas vers une augmentation de ma performance, une augmentation de mon efficience. C'est tout à fait commode, c'est tout à fait pratique, ça me fait gagner beaucoup de temps. Pour faire un bon cyborg, il faut 3 choses. De la connectique, des datas et un langage qui est similaire à celui de la machine. Alors la connectique, on a vu apparaître dans notre captation CND des choses extrêmement ambitieuses. Ça, c'est un robot qui est fait de matière, je dirais, numérique et de matière organique, puisque ce bras est composé de muscles, hein, de cellules souches de muscles de rat, plus précisément. Donc, le bras est un muscle et l'intelligence est un algorithme. Je partage des émotions, hein, je partage des datas avec ce monde numérique parce que pour qu'il soit en parfaite osmose avec moi, il faut que je lui sois totalement transparent. Là, par exemple, c'est un écosystème qui va sans cesse capter mes émotions, qui va les analyser et qui va savoir dans quel état d'esprit je suis. Et puis, il faut adopter le même langage que la machine pour se comprendre tout de suite. Nous sommes ici dans une usine aux États-Unis, une usine de soudure, et le bras robotique qui va souder des éléments en métal est commandé par un opérateur, mais simplement par l'activité cérébrale de cet opérateur. Donc, il va penser à ce qu'il veut que ce bras robotique fasse, et le bras le comprend et le fait. Donc, on voit que là, il y a une osmose, hein, une symbiose, un rapprochement entre l'homme et le numérique jusqu'au cyborg. Tout ça, dans quel objectif, hein? À modèle constant, eh bien, c'est que l'homme et la machine soient égaux en capacité, égaux en compétences, hein, égaux en performance. Et à ce moment-là, on peut espérer ne pas être remplacé, hein, on n'est plus en concurrence, perdu d'avance selon certains, hein, mais on est sur une certaine forme de pied d'égalité.
Quand on accepte la stratégie cyborg, on accepte de devenir tout à fait transparent sous le regard de la machine. Ça veut dire qu'on est prêt, pourquoi pas, à s'injecter des capteurs dans le système sanguin qui vont là identifier mon degré d'alcoolémie seconde après seconde pour me dire si j'ai le droit de prendre ma voiture, de conduire un bus ou de piloter telle machine-outil par exemple. Mais c'est aussi un écosystème qui va me filmer, m'écouter et qui va être capable de savoir si je suis en train de vous mentir. Veripol a été développé pour les déclarations faites à la police en Espagne. Et il est utilisé par des assurances pour savoir si vous êtes en train de bidonner votre déclaration à l'assurance, par exemple. Donc je suis de plus en plus transparent à cet écosystème numérique. Ça veut dire aussi dans ce projet Cyborg que j'accepte d'être influencé par la machine qui fait partie de moi. Je deviens aussi programmable que n'importe quelle autre machine. Finalement, on propose aujourd'hui à des conseillers de vente, ici sur une plateforme de vente à distance, on propose aux conseillers de vente d'être augmentés d'une intelligence numérique qui va les aider à profiler le client avec lequel ils sont en train d'échanger et qui va les aider à trouver les bons arguments et composer un panier de produits ou de services à lui proposer. Donc l'homme et la machine travaillent ensemble. L'homme est influencé quelque part par la machine. En tout cas, il convient de travailler la gouvernance de cette collaboration. C'est à l'entreprise ici de dire qui a le pouvoir de décision, qui a le final cut, qui est responsable de l'achat ou pas d'un produit par ce client, par exemple. La question ici, c'est de savoir si ce conseiller de vente peut proposer un produit ou un service qui n'aurait pas été poussé par la machine, par exemple. Ça, ce sont des choses qui sont insuffisamment travaillées par les entreprises aujourd'hui, dans cette zone de collaboration entre l'homme et la machine. Mais finalement, pour ceux qui utiliseraient des applications de rencontres, comme par exemple Mythic, peut-être que vous serez content d'être coaché par le robot conversationnel de Mythic qui va vous dire « Eh bien, habille-toi comme ça pour le rendez-vous de ce soir, tu seras plus performant, tu seras plus séduisant. Et puis, n'hésite pas à utiliser tel ou tel élément de conversation qui plaira à ton vis-à-vis, etc. etc. » On peut aller très très loin dans le coaching de performance avec le numérique. On peut aussi coacher des collectifs. Ici, c'est un écosystème numérique qui s'adresse au collectif d'une entreprise et qui donc va analyser le comportement d'un collectif, qui peut être très nombreux, et qui va essayer de l'influencer pour l'amener à être plus efficient. Donc on voit que influence, improgrammable, manipulation, là évidemment il y a un enjeu majeur. Pourquoi ne pas être aidé, guidé, conseillé, coaché, influencé, mais au nom de quoi ? Encore une fois, au service de quoi? Je suis prêt à accepter ça s'il y a du sens. Est-ce que le sens de la performance, de l'efficience et de la rentabilité assez utilitaire est suffisant à long terme pour que l'on accepte ça? N'oublions pas que l'influence est un formidable levier commercial. Là, nous sommes en Chine, vous empruntez les bus collectifs, les bus publics d'une ville chinoise, vous vous accrochez à la poignée du bus pour ne pas trébucher, et immédiatement, cette poignée capte des données biométriques et vous envoie une notification sur votre smartphone en vous disant à quel point vous êtes en forme ou pas en forme du tout. Vous n'avez rien demandé, mais enfin, pourquoi pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce petit indicateur, en plus, on vous pousse un panier de consommation. N'hésitez pas demain, pour vous sentir mieux, à utiliser telle vitamine, tel jus d'orange, telle céréale. Bon, vous voyez où je veux en venir. On a là un formidable écosystème d'influence, notamment évidemment de consommation. Ça, c'est pas nouveau, Ce sont des leviers marketing qui datent de Mathusalem, mais qui prennent ici une ampleur qui peut être tout à fait intéressante. Aux États-Unis, par exemple, il y a une assurance qui a modifié son business model grâce à ces outils numériques de diagnostic permanent de vos comportements. Si vous n'adoptez pas un comportement adéquat, vous n'êtes plus assuré.
ou alors votre assurance vous coûtera plus cher. Donc on voit bien à quel point on peut disrupter, là pour le coup, à modifier des business models, et à quel point aussi on peut contraindre des individus à adopter un comportement. Le pompon étant le crédit social chinois, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est finalement la captation sur chacun des citoyens chinois de leur comportement numérique, de leur comportement dans les institutions publiques et gouvernementales, de leur comportement financier, et demain probablement de leur comportement sur tous les chapitres de leur vie, ce qui amène à évaluer un individu, à lui donner une note, cette note vous donnant accès ou pas à certains produits, services et droits, par exemple le droit à voyager, le droit à utiliser tel ou tel service public. Donc on voit qu'on peut aller très très loin, tout ça étant évidemment, encore une fois, question de vision, question d'intention, question de valeurs, de culture et d'éthique. Alors des écueils à cette stratégie un peu cyborg. Le premier écueil, c'est que tout cet écosystème envahissant est quand même entre les mains de quelques-uns aujourd'hui, qui sont les géants du numérique, qu'ils soient américains ou chinois. C'est eux qui développent le hardware et c'est eux qui développent le software, en masse. Donc on est un peu contraint par leur vision des choses, leur modèle, leur culture, et donc il faut prendre garde à ne pas s'oublier en route, ne pas disparaître. Aujourd'hui, quel est le héros de mon déplacement à Paris, à Londres, à New York ou à Rio de Janeiro? À Paris, ce n'est pas la RATP, c'est pas G7, c'est pas Uber, c'est pas Vélib, c'est Citymapper. Citymapper qui juste est l'intelligence qui va me dire, mais prends plutôt cet itinéraire, il est plus adapté. Qui opère l'itinéraire? Des équipementiers. Un équipementier, ça veut dire que sa marque disparaît quelque part, qui devient une marque blanche, qui perd le lien avec l'usager, qui perd la proximité, la capacité d'avoir de la valeur à ses yeux. Et donc de la vendre, de fidéliser la relation qu'il a avec un usager. Ça passe par mon héros serviciel. Et ça, c'est problématique. L'esprit de service est évidemment un levier majeur pour ne pas perdre le lien avec l'usager final, pour exister, pour être un acteur qui compte et non pas une marque blanche au service d'un écosystème serviciel primaire. D'autant plus que ces géants du numérique sont présents partout, ils sont présents chez nous, ils sont présents dans nos lieux de travail de plus en plus. La faiblesse de la stratégie Ghost Inside, de la stratégie cyborg, c'est qu'elle se met au service d'une performance, mais qu'elle est extrêmement fragile. La complicité que l'on a avec nos outils numériques est fragile à plusieurs égards. D'abord parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de courant? S'il n'y a plus d'électricité dans le zinzin, il n'y a plus de zinzin. Et donc ça pose un problème parce que évidemment on peut se poser des questions sur l'énergie, les catastrophes naturelles, et puis surtout sur le fait que si moi je n'ai plus les revenus nécessaires pour mettre du courant dans la machine, je suis déconnecté, j'existe plus, je fais plus partie de l'écosystème, je ne suis plus cyborg. Évidemment si ça bug ça pose un problème et évidemment si ce système est piraté, là aussi, on a un énorme problème. Et donc, évidemment, avec cet écosystème décisionnaire et envahissant, se pose la question majeure de la cybersécurité. Mais surtout, se pose la question de ma déconnexion personnelle. Un individu augmenté d'outils numériques, ça veut dire qu'il externalise un certain nombre de compétences, un certain nombre de ses capacités. S'il l'externalise et qu'il n'a plus accès à ses ressources extérieures, qui est-il? D'augmenter, il passe à vide. Et on sait bien que tout ça, ça ne vient pas d'un coup d'un seul, ça s'immisce dans nos habitudes, pas à pas. C'est le syndrome du GPS, qu'on connaît tous.
Donc, petit à petit, on perd des compétences. Alors, c'est pas forcément inutile de remplacer des compétences par d'autres. Parce qu'il est là le propos. Je perds certaines compétences, l'idée c'est pour en acquérir d'autres. Et quelles autres? Aujourd'hui, on ne me propose pas de remplacer les compétences que je perds peu à peu par d'autres. C'est pas très clair, en tout cas. Et donc, évidemment, c'est très pertinent, quand j'ai perdu l'usage de mes jambes, d'utiliser un exosquelette pour reconquérir ma mobilité. C'est très pertinent d'utiliser l'intelligence artificielle pour reconquérir mon audition si elle s'est dégradée. Mais là, par exemple, on nous propose de porter autour du cou une caméra intelligente qui va reconnaître le visage de toutes les personnes que je croise. Par exemple, dans cette assemblée, eh bien, vous êtes en train de déjeuner et eh bien, vous filmez la personne qui est en face de vous et sur l'écran de votre smartphone, demain sur vos lunettes connectées ou sur votre rétine connectée, on vous dira, la personne qui est en face de toi s'appelle Martine ou Jacques, tu l'as rencontrée à telle occasion, voilà ce qu'elle fait, voilà ce que vous avez en commun et ce sur quoi vous pourriez discuter. Vous avez externalisé votre mémoire, vous avez externalisé vos compétences relationnelles, si vous en aviez. Vous voyez, vous avez externalisé un certain nombre de choses. Confiez ça à un complice numérique qui peut être tout à fait bienveillant, mais qui, s'il n'est pas là, eh bien, fait de vous quelqu'un qui est un peu plus vide qu'avant. Donc il faut faire très très attention à cet intérêt que l'on a tous, moi la première, pour la commodité, la facilitation de vie, le gain de temps, le gain de confort psychologique à l'usage de ces complices numériques. Cette efficience, elle est fragile parce qu'elle est coûteuse aussi, elle est onéreuse. Le cyborg, c'est aussi faire très attention à une vie à double vitesse. Est-ce que j'aurai toujours les moyens d'avoir la dernière connectique à la mode? Est-ce que j'aurai toujours les moyens de m'abonner au centre de ressources dans le cloud qui est le plus performant? On sait aujourd'hui qu'on est tous victimes de l'obsolescence programmée de nos outils numériques, qu'ils soient hardware ou software. Donc là, on risque de creuser la fracture socio-économique. C'est valable à titre individuel et c'est valable aussi pour une entreprise. Vous savez à quel point certains des collaborateurs dans des entreprises sont grincheux parce qu'ils ont encore un Internet Explorer antédiluvien, qu'ils n'ont pas le dernier smartphone à la mode et que donc ils considèrent qu'ils ne peuvent pas travailler correctement. Pas tout à fait à tort, d'ailleurs. Mais ça veut dire que là, on a vraiment une course à l'armement connectique et à l'armement de ressources qui peut être tout à fait problématique. Et puis il y a un écueil qui est un petit peu moins visible, mais qui est très important, et notamment sur les compétences servicielles et relationnelles qui vous intéressent, qui à mon avis est très important. Quand on met le monde en data, et quand on modélise des services ou des compétences grâce à des algorithmes, on accepte une certaine simplification du monde. C'est normal. Il faut beaucoup d'intelligence pour simplifier le monde. Beaucoup d'intelligence pour créer des modèles et pour développer des algorithmes et faire des bases de données. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'on a simplifié le monde. Et au bout de quelque temps, ou quand on est un simple usager, on oublie que ce que l'on est en train de regarder, c'est une version simplifiée du monde réel. Et ça a un effet majeur qui est de dégrader quelque peu notre exigence. Je m'explique. Nous sommes ici en Inde, dans une entreprise qui a confié une partie de ses missions de ressources humaines, des fonctions de ressources humaines, à un algorithme qui se trouve être un chatbot. Bon, pourquoi pas ? La question que je pose, c'est est-ce qu'on peut réduire les fonctions de ressources humaines, la complexité de ce travail, à un algorithme et des bases de données? Vous vous souvenez tout à l'heure de cette salle de rédaction japonaise qu'on a confiée à des algorithmes. Est-ce qu'on n'a pas appauvri ce que l'on considère être du journalisme? Parce que ce que savent faire ces algorithmes, c'est synthétiser des données trouvées sur Internet, diffuser une petite actu, des synthèses. Ces algorithmes
ne sont pas là pour débattre, ne sont pas là pour proposer un regard et des opinions, ne sont pas là pour faire un travail d'investigation. Rien de tout ça. Simplement, petit à petit, on s'habitue à être moins exigeant sur ce qu'est le métier complexe du journalisme et ce sur que moi j'attends du contenu d'un média. Et si vous réfléchissez bien, cet écueil-là, eh bien, il n'exclut aucun métier, aucune expertise, aucune compétence. Et dans tous les métiers qui sont en relation avec un individu, que ce soit un client ou un collaborateur, tous les métiers qui endossent eh bien, le relationnel, on prend le risque de les réduire à quelque chose de pragmatique, d'utilitariste et d'uniquement fonctionnel. Et ça, alors c'est quelque chose que l'on pourrait discuter, parce qu'on peut avoir évidemment des regards différents, mais ça, à mon sens, c'est un risque absolu de dégrader notre exigence. Dans les métiers de soins, c'est une vraie problématique. C'est une question éthique, en fait. Quand on propose à des praticiens de partager leurs gestes professionnels avec un robot, avec une cabine de télémédecine, avec un chatbot, qu'est-ce qu'on va leur demander de faire de ce gain de temps? Comment est-ce qu'on va déplacer leurs compétences, leurs missions? Quelle valeur on va leur accorder? C'est extrêmement important de savoir, de se reposer la question du cœur de métier. Quand je suis un soignant, quel est mon cœur de métier? Quelle est ma fonction? Quand je suis un individu en relation avec un client, quel est mon métier? Quelle est ma fonction? Et évidemment, on voit assez vite que cette fonction, que sa valeur, ne peut pas être réduite uniquement à des éléments fonctionnels. J'ajouterai autre chose. Ce qu'on entend beaucoup dire dans la transformation digitale des métiers, c'est que non, mais on va confier à des outils numériques la partie pas intéressante, répétitive et simple de votre mission, mais vous allez conserver en tant qu'humain la partie complexe, difficile, singulière de, par exemple, avec un client particulièrement difficile ou particulièrement fragile. Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce n'est pas une intention suffisante pour que nous nous mettions à l'abri du remplacement par les machines, si je caricature. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est trop peu énoncée encore par les entreprises dans la digitalisation de leur process de travail. Mais ça ne nous mettra pas à l'abri du remplacement. En revanche, s'interroger sur comment est-ce que je soigne quelqu'un, la dimension relationnelle de ce soin, la dimension émotionnelle, la dimension pédagogique, d'accompagnement d'humain à humain dans le soin, au-delà de la thérapeutique et du diagnostic évidemment complexe et utile, ça, c'est s'interroger à nouveau sur son cœur de métier. Et là, eh bien, il y a des compétences qui sont typiquement humaines. Donc, quand on confie l'accueil dans une banque de détail, dans un hôtel, dans n'importe quel magasin de distribution à un robot, qu'est-ce qu'on dit de son sens de l'accueil? Qu'est-ce qu'on dit de la relation que l'on veut créer avec son client ou avec son usager? Qu'est-ce qu'on dit de sa marque? Qu'est-ce qu'on dit de son intention de soi? Et puis si je vais encore un peu plus loin, une fois qu'on aura mis des robots à tous les postes d'accueil, par exemple dans les hôtels, qu'est-ce qui fera la différence entre tel accueil dans tel hôtel et l'accueil dans l'hôtel voisin? Parce qu'on aura joué sur la fonctionnalité. Qu'est-ce qui va créer la valeur singulière de cet hôtel par rapport à un autre? Attention à la dégradation de notre exigence. Donc finalement, tout mon propos est pour servir une question majeure. Quel récit veut-on poursuivre? Quel récit métier veut-on écrire pour savoir sur quelles compétences on veut investir? Et quand on veut investir sur des compétences, quelles sont celles de la machine et quelles sont celles qui sont typiquement humaines? Je reviens rapidement, parce que je l'ai évoqué déjà,
à ce dernier écueil de l'obsession d'une digitalisation fonctionnelle. On va prendre Pardon, je vais revenir en arrière. J'ai fait bugger la machine. Non, on va prendre un parcours voyageur digitalisé. Vous prenez l'avion. Alors bon, c'est magnifique, vous avez une application, vous avez été sur un site de e-commerce, vous avez acheté votre billet d'avion, un comparateur de prix, génial. Hop, vous avez votre QR code dans votre application smartphone, vous vous dirigez vers l'aéroport, et puis là vous êtes accueilli par une borne. Un robot en fait, cubique, mais un robot quand même. Et puis grâce à cette borne, vous allez pouvoir faire vous-même votre enregistrement, vous-même étiqueter vos bagages, vous-même porter votre bagage sur le tapis roulant. C'est formidable, c'est le client qui fait tout maintenant. C'est génial. C'est très efficace, ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a des clients qui aiment beaucoup ça. Pourquoi pas ? On est dans une stratégie de rentabilité, de performance. Ça permet aussi d'avoir un petit peu moins de collaborateurs dans les aérogares. Pourquoi pas ? Quelle est la différence entre cette expérience aéroportuaire proposée par Air France est la même proposée par British Airways ou Emirates ou EasyJet, si ce n'est qu'EasyJet a encore beaucoup d'hôtesses à l'accueil de ses voyageurs malgré sa marque low cost. Quelle est la différence ? Vous ne créez pas de singularité avec de la technologie fonctionnelle. C'est normal, ça a toujours été comme ça. Regardez le monde automobile. Qui est encore prêt à payer extrêmement cher pour avoir un ABS ? Personne. Tous les modèles ont un ABS aujourd'hui. Ce n'était pas le cas quand l'ABS est apparu. Mais très vite, c'est devenu un standard de marché. Indispensable à proposer à vos clients, minimum requis, mais pas suffisant pour créer de la valeur, pour créer de la fidélité, pour se différencier de son concurrent. Donc on voit bien à quel point c'est autre chose qui va créer la singularité et qui va créer la valeur. C'est ce nouveau récit que vous allez écrire, et probablement que ce nouveau récit va être porté, oui, par des outils numériques, mais pas uniquement. Il va être porté aussi par une nouvelle exigence de compétences humaines et strictement humaines qu'il va falloir réinvestir. Et ces compétences, elles sont distinctes de ce que nous sommes capables aujourd'hui de développer dans nos écosystèmes numériques. Revenons à la SNCF. J'ai mon application voyageur, c'est hyper opérationnel, c'est très utile, très efficient, et ça permet à la SNCF d'avoir développé, redéployé en gare et sur les quais ses collaborateurs. Pourquoi ? Parce que ces collaborateurs SNCF devaient aider à aller au-devant du voyageur pour être partie prenante de son voyage et de sa mobilité efficace. On est là dans la relation humaine. On est là dans le petit plus qui fait que demain, une fois que les rails seront ouverts à tous les opérateurs, on préférera dire à sa Google Home « je vais à Marseille avec la SNCF » plutôt que simplement « j'ai besoin d'aller à Marseille ». Parce que si à mon HomePod je dis simplement « j'ai besoin d'aller à Marseille », c'est le HomePod qui va choisir quel est le meilleur moyen pour m'emmener à Marseille. Air France ou EasyJet, la SNCF, Blablacar, ma propre voiture, c'est à cet écosystème serviciel que reviendra le choix éventuellement de me servir. Mais si j'ai un lien particulièrement fort avec la SNCF, je dirais que c'est par la SNCF que je veux passer. Et à ce moment-là, j'aurais créé un lien singulier qui sera beaucoup passé par cet accueil et ces hommes. Même chose dans le monde de la banque. Nous sommes tous équipés sur notre smartphone d'une application bancaire, indispensable pour les clients que nous sommes. Ça nous a permis de gagner en indépendance, de gagner en autonomie pour gérer nos comptes courants. C'est génial. Il ne viendrait à l'idée d'aucune banque de ne pas proposer une application efficace. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est à cette banque-là que je veux m'adresser et pas à une autre ? Non. Et c'est extrêmement vrai parce que vous voyez par exemple, les banques, tous les services bancaires uniquement digitaux, on rencontre une certaine forme de succès pour des comptes courants, rencontre une certaine forme de succès pour des crédits,
mais très peu de succès quand il s'agit d'épargne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les individus, quand ils confient leur argent, ils le confient à une marque de laquelle ils se sentent proches. Donc ça veut dire à une vision d'entreprise, à une culture d'entreprise, à des hommes qui incarnent tout cela. Et donc on voit bien à quel point la proposition technologique de services bancaires en ligne ne convainc pas quand il s'agit de confier son argent. C'est la raison pour laquelle, au-delà de l'application bancaire, beaucoup de banques réinventent en travaillant leur lieu d'accueil, leur banque de détail, leur banque de proximité. Et en font des lieux d'accueil très ouverts, très conviviaux. On peut se rencontrer, on peut s'y donner rendez-vous, on peut se poser un instant avec son ordinateur sur les genoux. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'expérience. On est là dans le travail de la relation, de l'émotion. On n'est pas dans une réponse pragmatique et fonctionnelle. Donc, l'écosystème numérique intelligent est un formidable partenaire. C'est évident. Mais il faut que nous restions très exigeants quant aux compétences qu'on lui accorde et à l'objectif qu'on lui assigne. Et il faut arrêter d'être obnubilé par la technologie. Tout ce que je viens d'évoquer n'est pas technologique. C'est du sens dont je parle. Et c'est donc de l'humanité. Donc je vous propose de vous poser des questions sur comment est-ce qu'on réinvestit la personnalité singulière de chacun des collaborateurs qui composent vos entreprises et qui vont faire vivre votre relation servicielle. Les entreprises, elles ont tendance à aimer la norme, le conformisme, le standard, les process, la modélisation. Or, confier la relation à un individu, c'est accepter qu'il soit imprévisible, qu'il soit créatif, qu'il soit intuitif. Tout ça, ça ne se modélise pas. Plus vous le modélisez, plus vous le réduisez à une portion congrue. Donc moins il existe, moins il est vivant, et donc moins il sera perçu par votre usager. Donc il faut faire confiance à ses collaborateurs et puis entretenir une certaine forme de rébellion chez eux, une certaine forme de transgression, pour qu'ils soient véritablement eux-mêmes et qu'ils puissent l'exprimer. Ça veut dire qu'il faut un peu se départir de ces process et de ces méthodes et qu'il faut faire confiance. Je vous rappelle que faire confiance à un être humain, c'est pas comme faire confiance à une machine. Faire confiance à un être humain, c'est une confiance a priori. Tu n'as pas besoin de me démontrer que je peux te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Et dans l'expression de l'émotion et de la relation humaine, de la relation servicielle, non mais c'est tout usage du numérique, je caricature, vous m'en excuserez, mais si on veut y aller à la louche, l'usage du numérique n'est pas écologique. L'écosystème numérique et le modèle économique du numérique poussent à la consommation, pousse à l'addiction, pousse à la gourmandise, pousse à l'instantanéité. Donc évidemment tout ça n'est pas écologique. Alors à ceci près que l'on voit notamment dans la captation que nous faisons chez Netexplo auprès d'ONG, auprès de laboratoires de recherche qui sont sponsorisés par des gouvernements, par des associations. Le numérique peut se mettre au service d'un nouveau modèle de société plus frugal, qui réinvente la manière dont on peut consommer ou produire, par exemple. Avec le numérique, on peut refaire vivre une économie micro-locale, par exemple. Une citoyenneté micro-locale. On peut refaire vivre une certaine forme. Vous voyez où je veux en venir, et donc éviter des transports. Mais regardez par exemple l'organisation des entreprises. Normalement, avec le numérique, on peut se passer de billets d'avion pour aller faire des réunions d'1h30 à l'autre bout du monde. Pourquoi on ne le fait pas? Une question. Le présentiel est important, mais peut-être pas à ce rythme-là. Évidemment que le présentiel est important. Mais aujourd'hui, si je veux être un peu, caricatural malgré tout, mais mettre un peu les pieds dans le plat, je dirais que le numérique n'a pas dans ses codes l'écologie. L'ADN du numérique n'était pas écologique. En revanche, dans son ADN, il y a elle est très libertaire.
Maintenant, c'est moins le cas, mais au départ, c'était très libertaire. Mais il n'y a pas, je veux dire, la blockchain, par exemple, c'est monstrueusement bouffeur d'énergie. C'est affreux. Et je ne parle pas des smartphones, je ne parle pas... voilà. Je parle pas des batteries électriques de nos futurs transports autonomes. Voilà. Mais, bien sûr, mais ça fait partie du récit. C'est-à-dire que si on dit à une intelligence artificielle qui nous accompagne que l'objectif, c'est de proposer une société plus écologique, plus responsable, plus durable, voilà, elle peut nous aider à trouver des solutions probablement et à les mettre en œuvre. C'est une question de récit, d'intention. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, l'efficacité ne sert pas l'écologie. Je ne dis pas que c'est vrai partout, hein. On voit bien qu'il y a des efforts, hein. Mais je dirais à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas. À l'échelle... Oui. Ben, vous êtes vide. Voilà. Alors peut-être, alors je vais vous dire, hein, vous savez ce que c'est que l'élitisme, hein. C'est l'élitisme d'hier ou d'aujourd'hui encore, c'est d'être ultra connecté et d'avoir accès à tout. Demain, ça sera probablement d'avoir zéro connexion et de n'en avoir aucun besoin. Donc vous préfigurez l'élite de demain, full bio, hein, entièrement biologique, absolument pas cyborg. Non, c'est un vrai problème, la fracture numérique. C'est un vrai problème, surtout quand on est une entreprise qui digitalise son parcours client et sa relation client, par exemple. Parce que nous avions fait une étude comme très intéressante sur les transports publics et justement toutes ces applications qui permettaient de trouver son itinéraire, d'utiliser les bus, les métros, avec plus d'efficacité, d'efficience et une certaine forme de liberté. Et donc, on travaillait pour la SNCF et Keolis qui n'avaient en tête que des technologies waouh, super digitales. Alors c'était le smartphone, c'était les lunettes connectées, c'était bon... Et on les a regardés, on leur a dit, oui, ok, et donc le frugal, vous en faites quoi? C'est-à-dire les panneaux collectifs qui s'affichent sur les quais, ou voilà, et que tout le monde partage en même temps, de manière extrêmement simple. Oh, ben oui, mais ça fait ringard, c'est pas digital. Oui, sauf que quand vous faites des études auprès des voyageurs, même à Paris, même auprès des millennials, même auprès des gens qui sont suréquipés, le panneau qu'on partage tous et qui vous dit que vous avez que 5 minutes à attendre pour le prochain bus, c'est ce qui est plébiscité. Donc il faut faire attention à une digitalisation à marche forcée, c'est bien, c'est pas pour tout le monde encore, ça pose un vrai problème parce que c'est excluant, et donc... ça réduit un peu la surface de ses clients, mais ça pose aussi un problème de société et de responsabilité sociale. Quand on est une entreprise, on a une responsabilité sociale qui n'est pas uniquement de faire du profit. C'est faire du profit, mais aussi augmenter d'autres choses. Et donc là, avec cet écosystème serviciel qui m'accompagne tout le temps, ça peut devenir un problème vraiment majeur, la déconnexion, qui sera synonyme de marginalisation. C'est déjà le cas, hein. Bon, merci beaucoup Sandrine. Merci à vous tous.